Bonjour, pour réussir l'exercice 1 du bac en spécialité SVT, vous devez rédiger un texte argumenté. Il faut donc rédiger des arguments, c'est-à-dire des exemples, des expériences ou des observations. Dans cette vidéo, je vais présenter quelques arguments que vous pouvez utiliser pour illustrer un texte argumenté en lien avec la motricité volontaire. C'est parti. On va commencer par une observation médicale simple pour montrer que le mouvement volontaire est commandé par une petite zone située dans le cortex cérébral. On peut prendre le cas d'un patient qui, suite à un accident vasculaire cérébral, présente une paralysie du côté droit de son corps. Il s'agit d'une hémiplégie. À l'hôpital, le médecin va lui réaliser une IRM anatomique qui mettra en évidence la présence d'une lésion dans cette partie-là du cortex cérébral. En comparaison avec des IRM de patients sains, on peut en déduire que c'est cette petite zone du cortex cérébral qui commande le mouvement. C'est la zone corticale motrice. En résumé, pour montrer que le mouvement volontaire est commandé par une zone précise du cortex cérébral, on peut s'appuyer sur l'IRM anatomique d'un patient qui présente une hémiplégie droite. Cette IRM anatomique mettra en évidence une lésion dans une petite zone en surface du cerveau, du côté gauche. C'est donc cette petite zone dans le cortex cérébral gauche qui commande les mouvements volontaires de la partie droite du corps. Voici maintenant un nouvel argument avec une expérience pour montrer qu'un motoneurone réalise une intégration des messages nerveux. Dans cette expérience, on va utiliser un motoneurone qui apparaît ici en violet, qui est connecté à trois neurones A, B et C par l'intermédiaire de synapses que je vais également appeler A, B et C. On va s'intéresser à la polarité de la membrane plasmique de ce motoneurone suite à l'activation des neurones A, B et C. Je vous rappelle que les neurones sont des cellules excitables, c'est-à-dire que le potentiel de membrane correspond à peu près à moins 70 millivolts au repos, et lorsque cette membrane est dépolarisée et que cette dépolarisation dépasse un seuil, va apparaître un potentiel d'action. Ce seuil, ici, je l'ai représenté par la ligne en rouge en pointillé. Alors voilà la réponse du motoneurone lorsqu'on stimule la synapse A. On constate que le potentiel de membrane de ce motoneurone augmente légèrement, mais il ne dépasse pas la valeur de moins 60 millivolts qui ne permet pas l'apparition du potentiel d'action. Quand on stimule la synapse C, on constate la même chose, que la synapse C va dépolariser légèrement la membrane plasmique du motoneurone, mais pas suffisamment pour atteindre le seuil. Les synapses A et C rapprochant le potentiel de membrane du seuil de naissance du potentiel d'action, on les appelle des synapses excitatrices. La synapse B, lorsqu'elle est activée, va au contraire hyperpolariser le potentiel de membrane du motoneurone, c'est-à-dire l'éloigner du seuil nécessaire au déclenchement du potentiel d'action. On l'appellera une synapse inhibitrice. Quand on stimule les synapses excitatrices A et C en même temps, on constate que le potentiel de membrane du motoneurone dépasse le seuil de genèse du potentiel d'action. Le motoneurone réagit donc en générant un potentiel d'action. On parlera ici de sommation spatiale, c'est-à-dire que le motoneurone a pris en compte plusieurs messages qui sont reçus au même moment et qui proviennent de différents neurones. On peut également stimuler la synapse A puis la synapse C. On constate donc que le seuil de genèse du potentiel d'action est dépassé. Le motoneurone a réalisé une sommation temporelle. Il a donc pris en compte des messages rapprochés qui proviennent de plusieurs neurones. Et il peut faire la même chose lorsque ces informations proviennent d'un seul neurone. En résumé, pour montrer que les motoneurones réalisent une intégration des messages nerveux, on va utiliser une expérience dans laquelle on mesure le potentiel de membrane d'un motoneurone qui reçoit des messages nerveux en provenance d'autres neurones grâce à des synapses. On met ainsi en évidence que certaines synapses vont entraîner la dépolarisation de la membrane du motoneurone, ce sont des synapses excitatrices. Au contraire, il existe des synapses inhibitrices qui vont entraîner une hyperpolarisation de la membrane du motoneurone. Et on met également en évidence que le motoneurone
intègre les messages nerveux qui sont issus en même temps de plusieurs synapses, c'est la sommation spatiale, mais également des messages qui sont rapprochés dans le temps, c'est la sommation temporelle. On continue avec un deuxième argument, il s'agit d'une expérience dans laquelle on va montrer qu'il existe une plasticité cérébrale. On va en fait se baser sur une expérience qui consiste en une mesure de l'habileté motrice de certains individus. Dans l'expérience, une croix rouge apparaît sur l'une des 8 positions possibles, ici la quatrième. Le patient va donc devoir appuyer le plus rapidement possible sur la quatrième touche. Dans cet autre exemple, le patient devra appuyer rapidement sur la sixième touche. En fait, on mesure le temps de réaction de l'individu, c'est-à-dire le temps entre l'apparition du stimulus et la réponse de l'individu. Quand on réalise cette expérience avec des individus qui ne sont pas pianistes, on constate que le temps de réaction est d'environ 500 millisecondes, quel que soit le nombre d'essais, 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais quand on réalise l'expérience avec des pianistes professionnels, on constate que leur temps de réaction est systématiquement plus court, environ 450 millisecondes lors du premier essai, et en plus on met en évidence que ce temps de réaction va diminuer au fur et à mesure de l'entraînement. Cette expérience met en évidence une plasticité cérébrale en lien avec l'apparition de nouvelles synapses. En résumé, pour montrer qu'il existe une plasticité cérébrale, vous pouvez vous appuyer sur une expérience dans laquelle on va mesurer l'habileté motrice de plusieurs individus. Cette expérience consiste à mesurer le temps de réaction entre le moment d'apparition d'une croix sur l'une des 8 positions possibles sur un écran et le moment où l'individu appuie sur la touche qui correspond. Et vous constatez que les musiciens professionnels ont un temps de réaction réduit par rapport aux non-musiciens, ce qui traduit une plasticité cérébrale. Pour décrire le trajet du message nerveux moteur entre la moelle épinière et le muscle qui va se contracter, vous pouvez vous baser sur une expérience historique qui va mettre en évidence ce trajet. Il s'agit de l'expérience historique qui a été réalisée par François Magendie dans les années 1820. Dans cette expérience, François Magendie sectionne la racine ventrale du nerf rachidien d'un chien et il met en évidence la perte de sa motricité, ce qui montre, en comparaison avec un témoin, que le message nerveux moteur passe par la racine ventrale du nerf rachidien. J'ai présenté cette expérience dans une vidéo précédente dans laquelle je vous ai montré quelques arguments en lien avec la motricité involontaire avec les réflexes. Je vous invite donc à consulter cette vidéo pour plus d'informations. Dans cette vidéo sur les réflexes, j'ai également présenté une expérience pour montrer que l'acétylcholine est le neurotransmetteur de la synapse neuromusculaire. Dans cette expérience, je vous expliquais que le dépôt d'une microgoutte d'acétylcholine sur la membrane plasmique d'une fibre musculaire déclenche l'apparition de potentiel d'action. Vous pouvez tout à fait utiliser cette expérience dans le cadre de la motricité volontaire. Voilà, je vous ai présenté quelques arguments en lien avec la motricité volontaire. J'espère que tout est clair et je vous dis à bientôt.